Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transition environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire. Pour démarrer cette émission, je vous propose de découvrir Altarode avec sa présidente Cécile Villette, cofondatrice de cette entreprise pionnière de l'économie circulaire dans le BTP. Le débat, il nous permettra de découvrir le livre blanc des liens entre les fonctions finance et RSE dans les entreprises. Pourquoi et comment la transition environnementale et sociétale est devenue un enjeu majeur des directeurs financiers. Et puis à 3 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Qatar, gros plan sur le ballon éco-responsable de l'entreprise Rebond. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Cécile Villette, bienvenue, heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes donc la présidente d'Altarode, vous faites partie des intervenantes et des intervenants du WINDEI, le forum de l'investissement féminin organisé par Femmes Business Angels, événement dont Bismart est partenaire. Un mot de cet événement, on parlera d'Altarode juste après évidemment. La promotion de l'investissement féminin, c'est toujours un combat aujourd'hui. Oui, alors bonjour. Oui, merci pour l'intervention. Effectivement, c'est toujours un combat, malheureusement. On aimerait bien que ce soit complètement neutre. Et en fait, quand on regarde les chiffres, elles vous en parleront encore mieux que moi, mais sur des start-up tech, en pourcentage d'investissement, on doit être sur un truc ridicule, genre 3% qui vont vers les femmes porteuses de projets. Donc, on se dit, c'est parce qu'il n'y a pas de femmes, il n'y en a pas assez, il y en a moins qui se présentent. Et en fait, quand on regarde les études des chercheurs, non, en fait, il y en avait, elles ont moins de capitaux. Alors, il y a plein de raisons systémiques pour lesquelles c'est le cas. C'est pas que les femmes qui ne se présentent pas ou que les investisseurs qui seraient biaisés, c'est tout un tas de petites choses et mine de rien ça reste et c'est ces choses qui sont un petit peu sous-entendues ou pas conscientes. C'est ça qui est le plus dur à désamorcer. Vous l'avez ressenti vous ça la recherche d'investisseurs ou dans les premiers moments où il fallait présenter Altarode, le fait d'être une femme, un peu de scepticisme non dit par exemple? Alors, c'est toujours très difficile de dire on sent qu'il y a quelqu'un parce qu'on n'est pas dans la tête des gens. Par contre, ce qu'on a senti, c'était l'inverse. C'était vous êtes des femmes dans un métier d'homme, c'est formidable. Et finalement, plus les gens trouvaient ça formidable, plus ça veut dire qu'ils trouvaient ça un peu bizarre. Et qu'en fait, on s'est rendu compte que des fois, sur ces exclamations d'enthousiasme, comme quoi c'était formidable, il y avait un peu de résistance derrière de se dire si vous êtes des femmes, peut-être que vous n'allez pas y arriver. Mais c'est toujours des choses pas forcément faciles à percevoir. Et de toute façon, on était un projet assez atypique, pas forcément très simple à financer. Donc il fallait des gens qui avaient vraiment une conviction forte, soit par leur métier, soit pour nous, en tant que porteuse de projet. Et donc on a réussi à financer cette entreprise atypique. Mais oui, typiquement sur des concours, plus que des choses factuelles, mais sur des concours où on nous a donné la 2e place en nous disant on aurait adoré vous donner la 1re place, mais il y avait un petit quelque chose, on ne sait pas ce qui manquait. Et vous finissiez la phrase dans votre tête. Bon. Alors justement, ceux qui ont investi, ils ont eu raison. Altarode, entreprise pionnière de l'économie circulaire dans le BTP, c'est quoi l'idée? Allez, refaites-nous le pitch en quelque sorte. Je vous fais le pitch. En fait, on est dans un contexte aujourd'hui, c'est plus simple, parce que nous on est un peu visionnaires, on l'a fait avant, mais aujourd'hui on dit il faut faire des rapports extra-financiers, il faut mesurer son impact environnemental, et pour faire ces rapports extra-financiers, faut avoir de la bonne donnée, parce qu'on ne va pas mettre n'importe quoi qualitatif dans ces rapports, il faut avoir des chiffres précis. Bon, mais si on veut avoir des chiffres précis et pouvoir améliorer son impact environnemental, il y a plein de domaines où c'est pas si facile. Parce que le BTP, c'est des sites temporaires, ça bouge, il y a des camions, il y a plein de flux, c'est pas toujours la même chose, c'est des phases différentes, c'est plein d'intervenants. Et donc, c'était compliqué de mesurer ce qui se passait. Donc, nous, notre approche dès le début, c'était de dire on va mettre une plateforme qui digitalise les flux, ce qui rentre sur les chantiers, ce qui en sort, donc les matériaux, puis les déchets qui sortent pour faire de l'économie circulaire. Et on va aller mettre des éléments de captation de preuves. Donc des capteurs, des caméras. Exactement. On va mettre des choses qui peuvent permettre de quantifier ce qui se passe sur ces chantiers et donner des éléments de contexte, de preuves pour rassurer tout le monde sur la chaîne. Parce que ce dont on s'est rendu compte en discutant avec les acteurs, c'est que la plupart voulaient bien faire, voulaient améliorer, mais dans ces chaînes tellement complexes, avec plein de prestataires, avec plein de matériaux différents, des 100, des 1, ils ne savaient pas forcément quelle était
la bonne décision à prendre au quotidien. Donc je vous donne un exemple. Sur un chantier, j'ai des choses à amener en déchetterie. Est-ce que je vais plus près ? Je consomme pas trop de fuel, mais on va brûler. Par contre, est-ce que je vais plus loin et ça consomme plus de fuel pour y aller, mais on va recycler ? En fonction des distances, en fonction des camions pour l'emmener, en fonction du type de matériaux, de ce qui est possible dans le coin. C'est pas la même réponse. Donc ça veut dire que vous proposez... Bon, il y a la mesure avec Altaroute, mais il y a aussi le conseil. Exactement. C'est ça. Et qui est quasi en temps réel, c'est ça ? Comment ça fonctionne ? Alors du coup, ce qu'on fait, effectivement, vous avez raison, c'est en 3 étapes. On va mesurer. Ensuite, on monte ça sur une plateforme avec de l'intelligence artificielle, donc on va faire des conseils. Et donc là, on va pouvoir dire, dans votre cas, avec vos camions à vous, c'est plus intéressant pour l'environnement d'aller sur ce site-là que d'aller brûler sur tel autre, par exemple. Ça, on serait capable de faire le calcul en temps réel et de le dire avec des optimisations hyper contextualisées. On ne vous dit pas, comme aujourd'hui sur un bilan carbone générique, la moyenne des camions consomme ça, alors peut-être que ce serait ce site-là. Nous, on vous dit avec ces camions-là, maintenant, aujourd'hui, il faut faire ça. Exactement. Et ça, c'est actionnable. Et troisième chose, on va faire le bilan carbone, mais on va faire aussi toute la partie digitale, administrative, les papiers, la conformité réglementaire. Ça, c'est la troisième partie. On s'interface avec d'autres systèmes pour qu'on se place dans un ensemble bout en bout. Quelques chiffres sur l'impact carbone de ce secteur du BTP. 120 millions de tonnes de CO2 émises tous les ans par le secteur du bâtiment en France. Et puis, si on regarde en Europe, les déchets, 830 millions de tonnes de déchets par an en Europe. On parlait d'évolution réglementaire, donc il y a le reporting extra-financier, vous l'évoquiez, mais le bâtiment est de plus en plus obligé de trouver des solutions de recyclage et de retraitement de ces matériaux en circuit court. Qu'est-ce que ça change pour vous, ça ? Eh bien, effectivement, là, ça change en ce moment, puisque on a l'intuition, et on a raison, que c'est pareil que pour consommer local. Si on envoie nos déchets, finalement, comme on faisait aujourd'hui, très loin pour être recyclés, ça n'a pas de sens. Et que si on pouvait agréger et revaloriser en local, ce serait quand même beaucoup mieux. Alors, depuis quelques temps, on en parle, et là, c'est en train de se mettre en place. Il y a la REP du bâtiment, donc la responsabilité élargie du producteur, qui se met en place. C'est-à-dire que les déchets vont pouvoir être pris gratuitement. Comme quand vous ramenez votre électronique au coin de la rue, personne ne vous demande rien, là, ce sera pareil pour le bâtiment. Le but, c'est d'éviter les décharges sauvages, parce que si c'est gratuit d'être pris, les gens seront quand même moins incités à aller mettre ça dans des champs. Et puis, ça permet d'organiser les filières pour qu'on puisse mieux traiter les matériaux. Et le corollaire de ça, c'est qu'il faut avoir tout un plan de maillage très important de petits sites. Et donc ces petits sites, aujourd'hui, on peut les équiper comme les grands sites, avec un énorme pont bascule, avec un bonhomme en permanence, avec une guitoune. Mais sur un tout petit site, ça n'a pas de sens. C'est pas qui est là rentable. Pour peser les matériaux et faire le dispatch, c'est ça ? Et puis tracer, parce que mine de rien, on reçoit, donc il y a des formalités administratives à faire. Et donc, on va avoir quelqu'un sur cette déchetterie en permanence à l'entrée, et puis quelqu'un pour décharger plus loin. Ça fait beaucoup de monde. Pour des tout petits sites, c'est juste pas du tout scalable. Alors en fait, nous, ce qu'on propose pour ces sites de réception, c'est d'avoir, typiquement avec des caméras qui vont pouvoir regarder la plaque, qui vont pouvoir regarder à l'intérieur des camions ce qu'il y a dedans, toute l'information, de justement pas avoir quelqu'un à plein temps dedans. Et alors là, qui sont vos interlocuteurs, qui sont vos clients pour ce nouveau marché qui est en train de s'ouvrir ? Typiquement, c'est les gens qui vont être gestionnaires de déchets. Donc, par exemple, on a travaillé avec Remea, qui est une filiale du groupe Vinci et qui fait de la réception de matériaux qui peuvent être pollués et qui vont pouvoir les traiter, les revaloriser. Si on revient à l'origine, les gains en CO2 que ça peut représenter pour une entreprise ou globalement pour le secteur, je donnais les chiffres tout à l'heure. Alors, je vais vous donner des exemples parce que suivant les cas, c'est très différent. On a des tout petits sites, des très gros sites. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que sur des chantiers où il y avait beaucoup de rotation de poids lourds, on gagnait jusqu'à 5 à 10% des rotations. En nombre de rotations, ça, vous le transférez immédiatement en fuel qu'on n'a pas utilisé. C'est autant de camions de moins sur les routes. Exactement. En plus, ça fait moins d'embouteillages, donc il y a un deuxième effet qui se coule, il y a aussi moins d'émissions, vu que c'est les camions qui font les embouteillages et que ça pollue aussi. Finalement, c'est bénéfique pour tout le monde. Et après, sur des plus petits sites, on va avoir des optimisations parce qu'on sait quels sont les matériaux qui sortent
à ce moment-là, et on peut communiquer à d'autres sites et savoir qu'ils en ont besoin. Donc là, on est sur du recyclage quasiment temps réel pour aller d'un site à l'autre, et on a équipé un site comme ça où la personne disait « Ah, mais nous, on le fait entre nous, mais finalement, on le trace nulle part. » Et j'avais le client donneur d'ordre qui était à côté de moi qui disait mais nous, on est en train de chercher tout ce qu'on fait de bien et vous faites des choses bien et vous ne nous le dites pas. Oui. Donc c'est quand même dommage que ce ne soit pas mis en avant. Donc finalement, par la revalorisation des matériaux ou par la réduction du transport ou par justement ces meilleurs choix de destination et de traitement, on peut vraiment améliorer. Alors après, ça va dépendre pour chacun, mais quand on parle de 5 à 10%, c'est absolument pas négligeable et c'est à une échelle, dès qu'on agrège un tout petit peu ces différents sites, c'est très intéressant. Merci beaucoup Cécile Villette, à bientôt sur Bismart et bon Windel, le forum de l'investissement féminin. On passe à notre débat tout de suite. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Alexis Steinhorn, bonjour, vous êtes associé chez PMP Stratégie. À vos côtés, Valérie Raoul-Després, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice financière déléguée du groupe Dassault Systèmes. Vous publiez un livre blanc sur les liens entre les fonctions finance et les enjeux de RSE, de ESG, livre blanc qui est co-rédigé par PMP Stratégie et l'ESSEC Executive Education. C'est quoi PMP Stratégie en quelques mots ? PMP Stratégie, c'est un cabinet de conseil en stratégie. Nous accompagnons les grandes entreprises sur leurs problématiques de croissance. Et donc, dans la croissance, il y a aussi la stratégie RSE. Et voilà, c'est ça. Ouais. Alors, pourquoi ce livre blanc ? Qu'est-ce que vous cherchiez comme matière, en fait ? Aujourd'hui, les enjeux RSE sont au cœur des débats, mais les directions financières, finalement, sont un peu moins mises en avant. Or, nous pensons qu'il est fondamental qu'elles aient un rôle dans les leviers opérationnels pour mettre en place des choses et passer des idées et de la stratégie à la réalisation. Ouais. Ce sont les directions financières qui peuvent comprendre l'impact sur les modèles d'affaires, sur les projections, et en ce sens, elles sont absolument essentielles. Qui sont aussi en première ligne sur tout ce qui est enjeux réglementaires, le fait d'embarquer avec soi ce qu'on appelle les parties prenantes, les sous-traitants, les différents partenaires. Tout à fait. Premièrement, le sujet réglementaire et peut-être le sujet de la contrainte est ce qui pousse à aller de l'avant. Mais pour autant, les directions financières aiment avancer aussi sur les sujets de performance, d'influence. Et c'est vraiment le cadre qu'on leur propose aussi. C'est comment passer d'un sujet qui est assez contraignant à un sujet de pilotage de la performance de l'entreprise, de ses impacts financiers aussi. Valérie Raoul-Després, quand vous abordez cette question, les enjeux autour de la RSE, en tant que directrice financière, vous dites quoi ? C'est une galère, c'est une contrainte, c'est une opportunité ? Alors c'est pour moi une opportunité incroyable de se recentrer en fait, en effet, comme le disait Alexis, sur le modèle d'affaires et sur la chaîne de valeur. L'approche RSE, c'est d'abord une approche d'analyse de nos risques et des opportunités. Il est fondamental en effet de bien appréhender les risques et de les mettre dans le contexte global de l'entreprise. On a traversé un certain nombre de crises importantes récemment, que ce soit Covid ou crise énergétique. On a bien vu que le sujet d'approvisionnement était, ou d'embauche, puisque on a été très déstabilisé par le Covid sur le sujet de recrutement. Et pour un groupe comme Dassault Systèmes, être capable d'avoir accès aux ressources humaines comme de sécuriser ses approvisionnements est évidemment fondamental. Deuxième élément, comprendre les clients et la pression qui est mise sur les clients. Et c'est un deuxième aspect qui est important, puisqu'il va falloir aider nos clients à trouver les bonnes solutions aussi pour créer des innovations durables. Et Dassault Systèmes, avec ses logiciels et sa plateforme, est au cœur de ces problématiques. L'enjeu de responsabilité sociale, en quoi il est important pour vous ? Alors, les parties prenantes nous interrogent notamment sur la résilience de notre business model. Un business de logiciel, c'est d'abord des ingénieurs qui développent des solutions. Il faut savoir que ce sujet-là est fondamental puisque le monde en général, mais la France en particulier, et les États-Unis aussi, ont un déficit d'ingénieurs, de jeunes ingénieurs. Et donc on sait que l'industrie digitale va manquer de ressources. Donc comment aborder ce sujet-là de façon
très, je dirais, court terme sur ces sujets de grandes démissions, de grands phénomènes qu'on a vus là depuis quelques mois sur le turnover des entreprises. Donc comment attirer nos salariés, comment les fidéliser et comment leur donner un cadre de travail qui leur donne à la fois du sens et qui leur permet de grandir au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un équilibre assez particulier et que les directions financières n'ont pas forcément eu l'habitude d'adresser. On a délégué ça avec beaucoup de raisons d'ailleurs à nos collègues RH. Mais aujourd'hui, les enjeux économiques et financiers, notamment pour nous de croissance, font que ce sujet de capital humain et ce sujet S devient aussi prioritaire. Alexis Steinhorn, les résultats, enfin, ou les leçons de ce livre blanc, notamment sur l'état des directeurs administratifs et financiers aujourd'hui face à ces enjeux, ils en sont où? Justement, on a voulu plutôt mettre en avant des bonnes pratiques, parce que si on regarde l'image des directions financières en général, on est plutôt au démarrage. C'est vrai que les contraintes réglementaires, notamment européennes, depuis 1 an, 2 ans, viennent renforcer ça, mais c'est plutôt les grandes entreprises qui s'en saisissent. En grandes entreprises, SBF 120. Nous, on a cherché, donc on est au démarrage, ça s'accélère extrêmement fortement. Voilà. On parle d'accélération tous les 3, 4, 6 mois. On a une vision vraiment de prise de conscience des enjeux. Nous-mêmes, nous sommes consultés de plus en plus sur ces sujets-là. Donc vraiment, on a voulu mettre en avant des bonnes pratiques, parce que souvent les directions financières perçoivent le sujet réglementaire, ne savent pas forcément par quel bout le prendre pour donner du sens. Et ce qui est essentiel, c'est de voir que les leviers de transformation sont ceux d'une transformation classique. Donc il faut passer par les compétences, les formations, il faut passer par l'organisation, les sujets digitaux, parce que la maîtrise de la donnée est absolument clé et c'est pas un enjeu trivial. Et puis donner du sens en fait au sein du comité de direction avec l'ensemble des parties prenantes. Mais à quel point, vous l'avez évoqué, mais à quel point la taxonomie européenne est un accélérateur? C'est-à-dire qu'il y a un moment où là, tout le monde se dit on n'a plus le choix, c'est ça? Clairement. On ne peut pas essayer le coût de la non-compliance. On est obligé d'y passer. Donc oui, on n'a plus le choix. La question, c'est comment on s'en saisit. Et est-ce qu'on en fait aussi de cette contrainte réglementaire un enjeu pour nourrir le dialogue stratégique, pour se dire que ce qui compte, c'est pas simplement une photo de où est-ce qu'on en est en termes d'impact, de KPI, d'indicateurs de durabilité, mais plutôt comment on se projette. Et c'est ça le sujet. C'est la taxonomie aussi aide à nourrir ce dialogue sur les CAPEX, les investissements et comment le modèle va se transformer dans les années à venir. Et donc voilà, c'est un enjeu du coup où la direction financière aide à ce dialogue avec la direction générale, RSE, RH, etc. Si on parle de bonnes pratiques, comment vous avez abordé ce virage-là? Il y a la formation peut-être qui a été un enjeu majeur pour démarrer. La formation, elle se fait sur le terrain et sur le tas. Moi, j'ai pris le sujet via la taxonomie, puisqu'en fait, je dois humblement dire qu'en effet, il y a 3 ans, je m'occupais absolument pas de sujet RSE. Donc on voit que la transformation est claire et que sous la pression réglementaire et de la compliance, c'est ça pour le coup, c'est le boulot et la compétence. C'est votre cœur de métier, ça? C'est notre cœur de métier. Je me suis intéressée à la problématique sous la pression aussi d'un certain nombre de parties prenantes qui s'intéressent notamment au sujet environnemental, d'objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et sur les autres sujets, notamment du S et de la durabilité du modèle pour une société comme la nôtre. La taxonomie, en effet, c'est un indicateur, c'est d'abord une analyse technique de comment votre business va contribuer à la transition de la décarbonation de l'économie. C'est vraiment l'objectif que l'Union européenne a mis sur la table pour transformer de façon durable l'économie mondiale et comment votre business va répondre à ce sujet. Donc nous, on l'a pris plutôt côté revenus dans un premier, parce que ça nous semble fondamental, notamment avec les logiciels de conception, d'éco-design, de simulation et de création de jumeaux virtuels. Nous offrons, mais depuis 40 ans, des solutions qui vont venir quelque part aider nos clients à résoudre leurs problèmes, soit d'accès aux ressources, d'optimisation de produits ou de circularité de leurs produits. Donc on est au cœur de cette problématique, mais on le faisait sans forcément le savoir. Et donc de passer à travers la taxonomie, ça vous demande de revisiter quelque part les critères de contribution à cette transformation et de mettre des chiffres derrière. Dès qu'il y a des chiffres, ça sort quelque part des équipes RSE qui sont moins à l'aise, qui sont très à l'aise avec les tonnes carbone, moins avec les millions d'euros ou les pourcentages de chiffre d'affaires ou de CAPEX ou d'OPEX. Mais est-ce que c'est aussi
aussi l'idée d'intégrer de plus en plus de critères extra-financiers dans vos prises de décision. Alors, la taxonomie, c'est simple, entre guillemets, c'est 3 critères. Pourcentage, OPEX, CAPEX et revenus. Là où ça se corse, c'est ce que annonce aujourd'hui la CSRD. La CSRD, c'est la nouvelle directive européenne qui nous annonce en 2024 à peu près 122 indicateurs à suivre. Alors sur les 122, c'est souvent des ratios composés, mais il y a au moins une quarantaine d'indicateurs clés. Et là, c'est aussi intéressant. Moi, je m'occupe principalement de grandes masses monétaires et d'allocation de ressources. En fait, ça nous force à repartir, en effet, sur la compréhension du business model. Une société digitale, ce sont des hommes, des immeubles et des équipements informatiques pour les équiper. Et c'est aussi de la consommation énergétique, voire beaucoup d'achats. 80% de nos émissions gérées en fait sont achetées. Et donc ça, je suis aussi responsable de la direction achat. Et en fait, je me suis penchée sur ces thématiques à travers les achats et les objectifs de réduction carbone liés aux achats que nous avons pris il y a 2 ans maintenant. Ouais. Alexis Stenhorn, il y a aussi une dimension, je pense, dont il faut qu'on parle, c'est de calculer les risques financiers liés au changement climatique. On y avait consacré une émission il y a peu de temps, mais c'est de plus en plus important d'être dans cette démarche d'anticipation. Oui, je pense qu'il faut parler de démarche plus que de réussir à tout prix, d'avoir un résultat objectif et qu'on va afficher. Je pense que c'est bien d'avoir la démarche, c'est éminemment complexe. Effectivement, le lien entre ces méthodologies de calcul d'impact, d'analyse des risques sur les changements climatiques, c'est extrêmement important. Ces enjeux de double matérialité sont extrêmement importants, mais l'impact concret sur le résultat, le compte de résultat d'une entreprise, ses investissements, c'est plus compliqué, mais je pense que la démarche est bonne et saine. Pour poser des questions plus qu'avoir des réponses. Et puisque vous disiez que l'objectif de ce livre blanc, c'était de partager les bonnes pratiques, on va terminer là-dessus, il nous reste un peu plus d'1 minute. Si vous devez donner un conseil à un directeur financier ou une directrice financière qui nous regarde, par quoi débuter, en quelque sorte ? Je pense que l'enjeu principal, c'est la prise de conscience. Il faut toucher quelque part la corde sensible pour s'investir. Ça demande tellement de temps de se former que voilà, il faut y mettre du cœur. Donc commençons par la formation et puis après reprendre ses bases, là où la direction financière est forte. Analyse des risques, maîtrise du cycle de gestion, de la performance, des budgets, des prévisions, du pilotage. Et voilà, il faut commencer par ça et mettre la donnée au service de tout ça. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce livre blanc, donc co-rédigé par PMP Stratégie et par l'ESSEC Exécutive Éducation. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Coupe du Monde, ballon rond. Smart Ideas, une start-up éco-responsable comme tous les jours avec Simon Muchler, notre invité qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue, vous êtes le fondateur de Rebond. C'est quoi votre entreprise? Vous l'avez créée quand et avec quelle idée? Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Alors l'idée de Rebond, c'est né d'un savoir lié au ballon, de par notre histoire avec mon associé. Et c'est la rencontre de ce savoir avec un contexte actuel et générationnel aussi, sûrement. On a 36-37 ans avec mon associé. Et en fait, on a toujours entendu parler de constats liés au climat, à l'environnement, à l'état de la planète. Et avec ce sentiment de ne jamais rentrer dans l'action, finalement, de la part des hautes instances. Et l'idée que depuis qu'on est adolescent, qu'on a 15 ans, tous les ans, on nous dit qu'on va se prendre un mur, concrètement. Et puis à un moment, on se demande quand le chauffeur va tourner pour éviter ce mur. Et en fait, bêtement et méchamment, on s'est dit que nous, on avait la connaissance du ballon. Et on s'est dit qui mieux que nous pour challenger le ballon et en faire un produit éco-conçu et s'éloigner des énergies fossiles, entre autres. Alors, on le voit avec notre titre, éco-conçu et recyclable. On va reprendre ces deux notions. Un ballon éco-conçu, ça veut dire quoi? Il est fait de quoi, votre ballon? Alors, quand on a travaillé le ballon, on l'a travaillé avec un prisme principal qui était celui de la fin de cycle de vie. C'était vraiment l'enjeu de départ. Le ballon, en fait, c'est un objet de consommation, c'est un objet d'usage. Moi, en tant que particulier, j'ai le même ballon depuis que j'étais petit, que je peux retrouver chez mes parents quand je rentre le week-end.
Mais le ballon est un objet de consommation pour tous les clubs amateurs, pour tous les clubs professionnels, qui sont entre 15 et 16 000 en France quand même, et qui achètent entre 80 et 100 ballons en début d'année, et qui en fin de saison les jettent. Alors pourquoi ils les jettent? Parce que le ballon, c'est un produit qui est multimatière. Vous avez du PVC ou du PU. Il faut savoir que le ballon, aujourd'hui, c'est un produit qui est fait en plastique. On a du PVC, du PU, on a de la mousse PE, on a du polyester, du coton, on a du latex pour la vessie ou du caoutchouc. Selon en plus les ateliers de production, les matériaux changent. Et cette multicomplexité, cet aspect multimatière, fait que le produit n'était pas recyclable. Donc nous, on travaillait avec ce prisme-là, et pour le rendre recyclable, on a réinventer la manière de faire du ballon. Alors quand je dis réinventer, en fait, on a challengé les matériaux utilisés. Et tant qu'à challenger les matériaux utilisés, on a cherché à travailler des matériaux qui ne soient pas issus d'énergie fossile, ou le moins possible en tout cas. Donc on travaille avec des résidus de matières organiques, végétaux, ce qu'on appelle d'énergie qui vient de la biomasse, des matériaux biosourcés. Et on est sur un produit quasiment monomatière. Quand je dis quasiment, on est à 91%, ce qui fait que notre produit, en fin de vie, est recyclable. Et alors évidemment, la question de footeux que je suis, il a les mêmes qualités qu'un ballon classique, le ballon rebond? C'était tout l'enjeu, et c'est là aussi que le produit est passionnant à travailler, c'est que le ballon, en effet, vous avez mis le doigt dessus, c'est que c'est un produit technique, c'est-à-dire qu'on joue avec, et donc il a des critères techniques, des contraintes techniques à respecter. Et pour ça, il y a un organisme international qui est mondialement reconnu, qui s'appelle la FIFA, et qui a établi des chartes avec des qualités, différentes qualités. Et pour être logoté, homologué FIFA, le ballon doit répondre évidemment à des critères techniques. Et en effet, ces ballons-là répondent aux normes FIFA. Est-ce que vos ballons, ils sont à un prix équivalent à des ballons classiques, ou alors le fait de le produire biosourcé, je ne sais pas si vous produisez en France, enfin, est-ce que ça augmente le prix du ballon? Alors toute la matière première est faite en France. En effet, tout le développement, c'est à côté de chez nous, à 20 minutes. Toute la phase industrielle de matière est faite ici. Ensuite, l'assemblage, on a deux ateliers d'assemblage. Il y en a un avec lequel on travaille au Pendjab, qui est une région à cheval entre l'Inde et le Pakistan. Alors la petite parenthèse, c'est que cette région est le berceau du savoir-faire mondial du ballon. Ça n'a jamais été égalé. Ils ont un savoir-faire artisanal qui a souvent été copié, mais tous les ballons qualitatifs sortent de cette région-là. Ça vient de leur histoire, en fait, coloniale, anglaise. Et on a un atelier aussi de production en France, qu'on a créé il y a 3 ans maintenant. Et les deux travaillent vraiment en complémentarité. Chacun apporte son savoir à l'autre, que ce soit nous en France sur la partie recherche, matière, R&D, et le Pendjab sur cette vraie partie savoir-faire artisanal, assemblage et conception. Pour en revenir à la question du prix, on a un produit qui sort entre 45 et 49 euros. Quand un ballon, alors la gamme des ballons c'est assez large, hein. Les premiers prix vont être sur 20-25 euros, et les ballons compétition qu'on retrouve lors des Coupes du Monde par exemple sont vendus 149-150 euros. Donc on a un produit qui est un peu plus cher que le ballon entrée de gamme, on va dire, mais il y a une valeur perçue qui est plus importante quand même, puisqu'on produit nos matières en France, que les matériaux sont biosourcés, et on est aussi au début de notre activité. Il faut se rendre compte que la baisse d'un prix produit final, prix de vente public, il dépend aussi du volume réalisé et du volume produit, surtout sur un format industriel. Et donc pardon de vous interrompre, on vous souhaite de vendre le plus de ballons possible. Voilà, c'est la fin de cette interview et de cette émission. Merci beaucoup Simon Muchler, et bon vent aux ballons rebond. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à tous de votre fidélité.